Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire que nous co-organisons, le cabinet GIDE, avec la communauté des entreprises à mission. Alors pourquoi ce webinaire aujourd'hui? D'une part, ça fait un tout petit peu plus d'un an que la loi Pacte a été adoptée. Ça fait 6 mois que le décret d'application est passé. C'est la fin aussi de la période des assemblées générales annuelles, donc on a pu constater qu'un certain nombre de sociétés avaient adopté une raison d'être statutaire. On est aussi, on se place aussi dans l'actualité avec l'annonce par Danone de son projet d'adopter la qualité de société à mission. Et enfin, on pense que l'actualité aussi donne beaucoup de crédit et de pertinence au concept de raison d'être et de société à mission. Voilà, donc nous sommes très heureux d'accueillir comme intervenant Franck Carnero, qui est Chief Mission Officer de la MAIF. La MAIF étant la première grande entreprise à avoir annoncé qu'elle adopterait la qualité de société à mission. Et nous sommes très heureux également d'accueillir Philippe Renard, qui est le responsable du service gouvernance et chef de projet raison d'être d'Engie, maître de conférence à Sciences Po, Engie ayant récemment adopté une raison d'être qui a été approuvée à presque 100% des actionnaires de la société. Voilà, donc en ce qui concerne le déroulé de notre séminaire, nous allons tout d'abord avec Anne-France Bonnet rappeler un peu le cadre conceptuel et juridique des notions de raison d'être et de mission. Ensuite, nous passerons à un focus sur les entreprises ayant adopté une raison d'être, avec notamment le témoignage de Philippe Renard. Ensuite, nous parlerons des entreprises qui ont fait le choix de la qualité de société à mission. On passera la parole à Franck Carnero. Et enfin, on fera une conclusion un peu sur les perspectives, en sachant que nous vous offrons bien sûr la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire. Nous répondrons sur les questions qui portent sur le cadre conceptuel et juridique plutôt en fin de webinaire. En revanche, les questions qui seront posées à Philippe Renard et à Franck Carnero, Philippe et Franck y répondront juste après leur intervention. Maintenant, je vais passer donc la parole à Anne-France qui va nous présenter un petit peu la communauté des entreprises à mission. Oui, merci Didier. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous, même si on ne vous voit pas et c'est toujours très frustrant. Donc, quelques mots sur la communauté des entreprises à mission. La communauté des entreprises à mission, c'est un collectif d'entrepreneurs, de dirigeants, de chercheurs, d'experts, d'actionnaires et de salariés qui s'est mise en mouvement en 2018, un an avant la loi Pacte, et qui s'est constituée en association loi 1901 la même année 2018. Elle est constituée aujourd'hui de plus de 100 membres. Parmi d'ailleurs ces membres figurent MAIF et Engie. Et la communauté des entreprises à mission est également le relais du comité d'évaluation de la loi Pacte mis en place par le Premier ministre pour suivre la mise en place de la qualité de société à mission en France. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette communauté n'est pas un organisme de certification, n'est pas un label de qualité de société à mission, ça n'est pas une association patronale ou syndicale, mais à partir de la conviction que l'entreprise à mission constitue une innovation majeure qui apporte à l'entreprise des capacités essentielles à sa performance, à sa résilience dans le monde de demain, les membres partagent leur expérience et savoir-faire de ce modèle, enrichissent collectivement ce modèle et unissent leurs efforts pour mobiliser, convaincre et soutenir son déploiement en France et son rayonnement en Europe. Voilà en quelques mots la présentation de la communauté des entreprises à mission. Et peut-être, Baptiste, on peut passer à la slide suivante, parce qu'en effet, on s'est dit en amont des témoignages de Philippe Renard et Franck Carnero qu'il était important et intéressant de nous aligner collectivement sur le cadre conceptuel et juridique de ce dont on allait parler, et puis également pour comprendre dans quel contexte s'inscrit la loi et quelle est l'intention derrière la loi. Donc, si on passe à la slide suivante, Baptiste, alors pourquoi l'inscription de la raison d'être et de la société à mission en 2019 dans notre cadre légal? En fait, il faut se rappeler que la loi Pacte française intervient à l'issue de deux très longues dynamiques parallèles, si on peut dire. La première internationale, que l'on peut comparer à une vague
qui ne cesse de grandir depuis 50 ans. Schématiquement, on peut dire qu'elle a pris sa source dans la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm en 1972, la première conférence mondiale qui fait de l'environnement une question majeure. Et il y a eu ensuite des prises de conscience successives, les institutions internationales et les ONG, bien sûr, puis les entreprises, à travers le Global Compact dans les années 2000, la loi NRE en France. On peut aussi citer le rôle dans cette sensibilisation des milieux économiques du rapport Stern, rappelez-vous en 2006, qui pour la première fois a chiffré le coût de l'inaction à 5 à 20% du PIB mondial. Et enfin, on arrive sur le grand public qui aujourd'hui très clairement et de plus en plus demande aux acteurs économiques de jouer leur rôle. Une deuxième dynamique très importante sur laquelle s'est appuyé le politique pour penser la loi Pacte, c'est en fait l'oubli que la notion d'entreprise a des capacités collectives de progrès et d'innovation que l'on peut dater également à 1807 avec la création de la société anonyme. Et quand on voit les sous-jacents aujourd'hui de la loi Pacte, on voit bien que le politique a bien l'intention de revaloriser l'entreprise comme objet collectif. Et il faut se rappeler que le mot entreprise n'existe pas dans la loi et que c'est le mot société qui existe légalement. Donc, si on peut passer à la slide suivante, Baptiste, on voit bien d'ailleurs dans le rapport Nota Senar qui a été publié en mars 2018 et qui a servi de socle de réflexion aux 3 articles de loi qui nous intéressent aujourd'hui, que l'enjeu était de valoriser l'entreprise comme objet d'intérêt collectif. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas lu que ce rapport fait date et qu'il est absolument passionnant. Et ensuite, ce qu'on peut aussi partager ensemble, c'est peut-être 3 intentions sous-jacentes à la loi Pacte, 3 intentions du politique. La première, c'est que l'État seul ne peut rien et que face aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux que l'on a devant nous, il est impératif que les acteurs économiques s'associent aux acteurs publics pour pouvoir avancer. Le deuxième point aussi en filigrane que l'on a pu ressentir, c'est la particularité, si on peut dire, de la France, avec peut-être un manque de pédagogie économique et peut-être un manque de conscience du rôle des acteurs économiques dans le fonctionnement de la société et de la démocratie française. Et donc, il était important de la part du politique de valoriser le rôle sociétal des acteurs économiques. Et enfin, un dernier point aussi qui transparaît dans les éléments de langage des politiques, c'est aussi peut-être la valorisation de l'histoire sociale du capitalisme à l'européenne au regard des capitalismes anglo-saxons et asiatiques. Enfin, un dernier point assez rapide, si on va sur la slide suivante, Baptiste, qu'on avait envie de partager avec vous, c'est que l'originalité de la loi Pacte tient peut-être plus à son architecture qu'à son objet. Et en tout cas, cette architecture est regardée de très près par les observateurs européens. Donc, très rapidement, Didier va revenir dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut comparer ces 2 articles à 3 marches ou peut-être à 3 étages d'une fusée, avec un premier étage qui concerne toutes les entreprises, puisque dorénavant, la définition de la société dans le Code civil a été modifiée et que dorénavant, sur les bancs de l'école, on n'apprend plus la société de la même façon qu'hier. Et une phrase a été rajoutée, la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc voilà, ça c'est pour toutes les entreprises françaises. Et ensuite, les 2 marches suivantes ne sont que des propositions. Et c'est peut-être parce que ce sont des propositions que, on va dire, la dynamique s'est mise en marche. Donc 2 propositions. La première sur la marche numéro 2, qui est ce fameux concept de raison d'être, qui a été imaginé pour proposer aux entreprises et à leur écosystème de se projeter dans leur environnement de long terme. Et la 3e marche, avec cette qualité de société à mission, qui propose pour les entreprises peut-être plus pionnières d'avoir une démarche résolument contributive avec un engagement et un contrôle plus présents. Donc voilà, très schématiquement, je crois Didier que tu voulais rajouter quelque chose sur l'article 1833. Oui, juste 2 mots. Il y a eu déjà beaucoup de littérature sur la question.
simplement pour rappeler que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux ne doit pas se faire à l'encontre de l'intérêt social, ça se fait dans le cadre de l'intérêt social. Et clairement, il y a une obligation dorénavant pour les dirigeants d'entreprise de procéder à un examen de ces enjeux sociaux et environnementaux dans le processus de décision. Au-delà, si ils écartent une solution qui est mieux disante sur le plan social et environnemental au profit d'une solution qui est peut-être plus conforme à une rentabilité à court terme de la société, il faudra qu'ils puissent le justifier sur le plan de l'intérêt social. Et concrètement, ça signifie pour les entreprises, au niveau de la gouvernance, la nécessité d'adopter des outils et un mode de fonctionnement nouveau qui prennent davantage en compte, qui identifient les enjeux et les prennent davantage en compte dans le processus de décision. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, Baptiste. Voilà un rapide rappel concernant la raison d'être dans les statuts. Je rappelle l'énoncé. La raison d'être est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Alors, c'est un concept qui a été largement adopté. Beaucoup de sociétés ont adopté une raison d'être sans nécessairement l'insérer dans les statuts. Et la question qui se pose, c'est quelle différence ça fait, pourquoi l'insérer dans les statuts, premièrement, et deuxièmement, de notre point de vue donc de juriste, c'est un point qui sera repris plus tard par Philippe, notamment concernant Engie, quelles sont les incidences juridiques de l'insertion dans les statuts. Alors, pourquoi l'insérer dans les statuts? D'une part, ça pérennise la raison d'être. Ça prouve l'engagement de la société, ça permet de faire adhérer les actionnaires et de rendre quelque part la raison d'être opposable vis-à-vis des actionnaires et des tiers. Et ça a aussi des mérites spécifiques pour les sociétés cotées. On peut penser notamment par rapport aux problématiques d'activistes, dans la mesure où ça permet de cadrer quels sont les fondamentaux de l'entreprise, ce qui est de nature à permettre d'apaiser certains débats. Alors, quelles sont les incidences juridiques? On constate que certains émetteurs sont hésitants à adopter une raison d'être statutaire dans la mesure où, en l'absence de jurisprudence, il y a une portée juridique un petit peu incertaine en termes de risque de révocation pour les dirigeants, de responsabilité. Alors, on ne peut pas totalement écarter tout risque, mais il faut, je pense, rappeler deux points importants. D'une part, c'est que ces risques peuvent être minimisés, c'est-à-dire que tout d'abord, une rédaction rigoureuse, exigeante de la raison d'être peut permettre de monitorer, je dirais, les impacts qu'elle peut avoir. Deuxièmement, il faut que l'adoption de la raison d'être corresponde à un certain état de maturité de la société et de cohérence de la raison d'être avec ce qu'est la société au moment où elle l'adopte. Et enfin, il faut que traduise par un véritable engagement de la part des dirigeants de la société. Voilà, dans ces conditions, on peut penser que la raison d'être peut être monitorée dans ses impacts, d'autant plus, et c'est le deuxième point important, que l'adoption d'une raison d'être statutaire doit s'apprécier dans une logique d'arbitrage risque-opportunité, c'est-à-dire que il faut faire le bilan et lorsque l'on pense avoir maîtrisé la formulation et la pertinence de sa raison d'être, et qu'on la compare aux avantages qu'elle procure à la société, c'est dans ce cadre-là qu'il faut effectivement replacer l'appréciation juridique. Mais je pense que Philippe aura des choses intéressantes à dire sur le sujet, sur la manière dont cet aspect-là a été appréhendé par Engie. Je te passe la parole, Anne-France. Oui, en ce qui concerne la présentation un peu de la société à mission sur le plan conceptuel.
Merci Didier. Ce qu'on voulait vous dire sur la société à mission, c'est premier point, la France ne fait pas cavalier seul, si je puis dire. Aux États-Unis, 4 nouvelles formes juridiques d'entreprise ont été votées entre 2007 et 2013, donc bien avant la loi Pacte française. Donc on ne va pas revenir sur les 4 formes juridiques, mais vous les connaissez peut-être de nom, les Benefit Corporation, les Socially Responsible Corporation, etc. Donc tous les États américains sont dotés on va dire, d'une forme juridique qui est assez similaire à la forme française. Ces formes juridiques ont été adoptées par plus de 2000 entreprises, ce qui est une goutte d'eau au niveau américain, avec une proportion de grandes entreprises encore minoritaire, mais en progression. Vous connaissez certainement Patagonia et puis la filiale de Danone aux États-Unis qui ont adopté ces formes juridiques. En Europe, les choses étaient un peu différentes. C'est vrai qu'on est le berceau de l'économie sociale. L'apparition plus récente des entreprises à mission marque un tournant après un long processus de reconnaissance des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, en Italie, on a la Società Benefit italienne depuis 2015. Au Luxembourg, la Société d'impact social. Au Royaume-Uni, la Benefit Corporation est à l'étude. Voilà, donc il y a un mouvement qui est à l'œuvre et la France ne joue pas solitaire sur le sujet. Un deuxième point également qu'on souhaitait partager avec vous, c'est le fait que le modèle de la société à mission tel que proposé aujourd'hui dans la loi Pacte prend ses fondements dans les travaux de recherche des mines ParisTech qui ont été beaucoup consultés dans les travaux en préambule de cette loi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, on va dire que l'ancêtre de l'entreprise à mission s'appelait dans ces travaux la société à objet social étendu, qui a été renommée par l'équipe des mines en 2016 entreprise à mission. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que dans ces travaux sur la société à objet social étendu, ce qui intéressait les chercheurs au premier chef, c'était comment libérer les capacités d'innovation des entreprises. Donc là, tu voulais, je pense, Didier, si on passe à la slide suivante, rappeler quelques points justement sur l'insertion de la qualité de société à mission dans le Code du commerce. Oui, tout à fait. Donc, la qualité de société à mission a été introduite dans le Code de commerce par la loi Pacte. C'est l'article L210-10. Alors, la société à mission, ça n'est pas un régime juridique, ça n'est pas un statut, c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est une qualité dont on peut se prévaloir publiquement lorsqu'on remplit des conditions. Elle est ouverte à toutes les sociétés commerciales, aux assurances mutuelles, aux mutuelles et aux coopératives. Et c'est la seule appellation légale pour désigner les entreprises contributives, c'est-à-dire les entreprises qui, sans renoncer à leur lucrativité, recherchent à accroître leur impact positif sur un plan donc social ou environnemental. Alors, le terme de société à mission est bien sûr proche du terme d'entreprise à mission. Les entreprises à mission auront vocation à se placer dans le cadre des dispositions légales pour éviter toute confusion. Par ailleurs, la société à mission, la qualité de société à mission n'est pas à proprement parler un label, mais peut être complémentaire de certains labels, notamment on pense au label B Corp qui ont une approche qui est plus axée sur les critères de performance extra-financier et de RSE. Alors, en termes d'incidence juridique, il n'y a pas de véritable distinction à faire entre l'adoption de raison d'être et l'adoption de la qualité de société à mission, si ce n'est que dans la mesure où une des conditions pour être société à mission est de formuler des objectifs, bien évidemment, on parle d'un engagement qui est plus fort. Et par ailleurs, on met en place un système de contrôle qui n'existe pas avec la notion de raison d'être. Un instant peut-être sur les objectifs. Là, bien évidemment, la rédaction des objectifs est extrêmement importante, puisque
ils sont opposables, donc il y a un certain nombre de précautions à prendre dans la formulation. Il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux, il faut qu'ils soient plutôt de long terme pour ne pas avoir à modifier les statuts. Il faut réfléchir à l'avance à la façon dont ils vont pouvoir être déclinés en termes d'actions et d'indicateurs. Voilà, donc ce sont effectivement des dispositions statutaires à rédiger avec beaucoup de vigilance. En sachant qu'il n'y a pas de sanction a priori qui s'attache au manquement, aux conditions ou à la réalisation des objectifs de manière automatique, si ce n'est le risque de voir le tribunal ordonner la suppression de la mention société à mission de tous les documents qui émanent de la société, ce qui, bien évidemment, n'est pas quelque chose de souhaitable. Baptiste, on peut peut-être passer à la slide suivante. En fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est ni plus ni moins qu'un résumé de ce que vient de vous dire Didier. Si on doit retenir les 4 grands marqueurs de la société à mission, c'est en effet, premièrement, une société qui se définit une mission, à savoir une raison d'être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Deuxième point statutaire, elle a un comité ou un référent de mission, donc un comité de mission distinct des organes existants et qui doit comporter au moins un salarié et qui est chargé exclusivement de ce suivi et qui présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion. Troisième point, et ça a été une demande très forte du politique qui était face à une qualité tout à fait inattendue, parce que rappelez-vous, c'est la société elle-même qui, quand elle est prête, se déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce. Donc, c'est la société qui s'auto-promulgue société à mission. Donc, à partir de là, il fallait avoir une mission sous contrôle, puisque l'exécution des objectifs fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant. Et enfin, et Didier l'a rappelé, c'est une qualité irrévocable. On peut la perdre. Donc, voilà très rapidement les 4 éléments clés à retenir. On peut peut-être faire un petit point, parce que la loi donc, a été adoptée en mai 2019. Depuis, le décret d'application est entré en vigueur le 2 janvier 2020. Alors, premièrement, on a eu un petit problème lié au retard des greffes qui n'étaient pas préparés pour accueillir en fait les déclarations d'adoption de la qualité de société à mission, mais c'est à présent un sujet qui est réglé et donc les greffes, en tout cas des greffes, et je pense que ça devrait être le cas de tous, sont outillés pour effectivement accueillir les déclarations d'adoption de la qualité de société à mission. Alors, le décret est venu préciser certains points, notamment sur les délais impartis pour désigner un OTI, l'organisme tiers indépendant qui doit vérifier l'exécution de la mission et émettre un rapport qui est joint au rapport du comité de mission, lequel rapport du comité de mission doit accompagner le rapport de gestion qui est établi annuellement. Donc, l'OTI doit être désigné dans les 18 mois de la déclaration de la qualité de société à mission et doit renouveler sa vérification au moins tous les 2 ans. Et il y a des règles spécifiques pour les sociétés de moins de 50 salariés qui ont 2 ans pour nommer leur OTI et qui ont après la possibilité de renouveler seulement tous les 3 ans cette vérification pour alléger un petit peu le poids de cette mission de l'OTI. En ce qui concerne l'OTI, à ce jour, Baptiste, si tu peux passer à la slide suivante, le décret, en définitive, s'est assez peu prononcé sur la mission de l'OTI et ce qu'il devait vérifier dans le cadre de sa mission.
La question a été reportée à plus tard. Il y a des réflexions qui ont lieu en ce moment. Peut-être Anne-France pourra en dire un mot, hein, sous l'égide de l'AFNOR, mais aussi du CNCC, je crois aussi sous le regard des pouvoirs publics, pour essayer de formuler plus précisément ce sur quoi doit porter la vérification de l'exécution de la mission par l'OTI. Voilà, en sachant que c'est la COFRAC, hein, qui devra accréditer les OTI pour qu'ils puissent être nommés OTI pour les sociétés à mission. Et la COFRAC attend en fait ces travaux de l'AFNOR et du CNCC avant elle-même de développer un référentiel. Donc ça va prendre un certain temps, d'autant qu'il faudra après un certain temps pour l'accréditation individuelle, de sorte que on devrait avoir des OTI bien évidemment disponibles avant l'expiration du délai de 18 mois qui était mentionné. Mais peut-être que les OTI pourront être désignés à compter du dépôt de leur dossier, mais avant le résultat de l'accréditation par la COFRAC. Quant à la typologie des intervenants, a priori, ça devrait bien sûr recouvrir les OTI de la déclaration de performance extra-financière, mais c'est ouvert aussi, bien évidemment, à de nouveaux intervenants. Anne-France, peut-être si tu as un mot à rajouter sur les travaux de l'AFNOR. Oui, alors en 2 mots, sachez quand même que les premières sociétés à mission n'ont pas ralenti leur intention au regard de ces points qui doivent encore être réglés. Les premières sociétés à mission qu'on verra tout à l'heure, dont la Maïf, donc ces contrôles vont intervenir courant 2021. Donc les choses auront été clarifiées d'ici là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui rend le sujet complexe, c'est que ces organismes tiers indépendants ne vont pas du tout réaliser des audits classiques, voilà, sur un cadre normatif, puisque vous l'avez tous compris, le propre de la société à mission est de choisir des combats éminemment singuliers et donc pour lesquels il n'existe pas de référentiel normatif et pour lesquels le politique ne souhaite pas qu'il existe un jour de cadre normatif. Donc, et c'est en ça que le sujet est assez passionnant. Donc, en effet, l'AFNOR est en train de réfléchir, il y a un groupe de travail qui réfléchit à la proposition d'un fascicule pour aider les acteurs à comprendre, à mieux comprendre le concept, la mise en place et l'évaluation de la société à mission. Ce fascicule de documentation devrait être prêt à la fin de l'année, publié en début d'année prochaine. Et il précisera en effet les éléments nécessaires à la vérification de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux par les OTI. Voilà en quelques mots, Didier. D'accord, Baptiste, tu peux peut-être passer à la slide suivante. Voilà, donc à présent, nous allons faire un point de focus sur les entreprises ayant adopté une raison d'être, avec un rappel peut-être de là où l'on en est. Slide suivante, Baptiste. Voilà, donc là, vous avez une slide qui présente donc à droite les sociétés. On s'est concentré bien sûr sur les sociétés cotées, hein, sur lesquelles il est plus facile d'avoir de l'information. Donc, vous voyez qu'il y a maintenant un certain nombre de sociétés cotées du SBF 120 qui ont adopté une raison d'être statutaire. Ça représente environ, je dirais, 10% des sociétés du SBF 120. Il y en a eu, je crois, 9 cette année. Certaines sont encore, les assemblées n'ont pas encore eu lieu. Ce qui est notable, c'est que toutes les raisons d'être ont été adoptées à des majorités extrêmement importantes, au-delà de 99% pour toutes les sociétés qui, à ce jour, ont adopté une raison d'être statutaire lorsqu'elle a été proposée lors de la campagne d'Assemblée générale de cette année. Voilà. En ce qui concerne les raisons d'être non statutaires, il y en a beaucoup plus. Le cabinet Confluence estime à 60% des sociétés du CAC 40 les sociétés donc ayant adopté une raison d'être non statutaire, en sachant que souvent l'adoption d'une raison d'être non statutaire peut être le préalable à l'adoption d'une raison d'être statutaire. Et donc on peut penser que parmi les sociétés de la colonne de gauche sur cette slide, l'an prochain, un certain nombre passeront à la colonne de droite.
Alors, à présent, donc, nous allons passer la parole à Philippe, donc, qui a géré le processus d'élaboration et d'adoption de la raison d'être d'Engie, en sa qualité de chef de projet donc, de la raison d'être d'Engie. Ça a été un projet très mobilisateur chez Engie. Et Philippe, donc première question que l'on vous pose, quelles sont les raisons qui ont conduit Engie à franchir ce pas et comment a été donc fait l'arbitrage risque-opportunité pour cette décision donc d'adoption d'une raison d'être statutaire? Ah. Bonjour à tous. La question d'aller vers une raison d'être était très consensuelle. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de débat là-dessus. Très vite, le conseil d'administration et les dirigeants ont voulu. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Oui, on vous voit, Philippe. Ah, voilà. Bon, donc, ce que je disais, c'est qu'adopter une raison d'être, c'est un sujet très consensuel, et en tout cas, ça l'était pour Engie dès le départ. Par contre, choisir pour la consécration statutaire a donné lieu à pas mal de réflexions, et je dirais même un cheminement. Et les conclusions qui nous ont conduits à opter pour la consécration statutaire sont les suivantes. D'abord, le sentiment qui est ressorti d'un certain nombre de consultations, c'est qu'une société qui adopte une raison d'être non statutaire donne l'impression qu'elle n'a pas totalement confiance dans celle-ci. Et d'ailleurs, on a le sentiment qu'on n'est pas sur la même notion en réalité. Le droit des sociétés nous a pas habitués à ce que l'Assemblée générale et le conseil d'administration soient compétents sur les mêmes sujets. Ainsi, personne n'imaginerait un seul instant laisser le conseil d'administration seul arrêter l'objet social de la société. Bien de la même manière, si on veut donner une vraie substance, un vrai rayonnement à la raison d'être, on a du mal à imaginer qu'on ne consulte pas les actionnaires, donc les copropriétaires de la société. C'est le premier élément de conviction. Le deuxième élément, est plus spécifique à notre secteur d'activité. Dans le domaine de l'énergie, les enjeux collectifs sont majeurs si on veut pouvoir conserver à moyen terme nos libertés. Et pour une société comme Engie, très engagée en matière de RSE, annoncer une raison d'être non statutaire aurait pu avoir un effet déceptif et je pense même être contre-productif. Et donc, la recommandation était finalement plutôt adoptons une raison d'être statutaire, sinon à la limite, il vaut mieux ne pas en adopter dans un contexte où l'expression purpose washing fait son apparition. Et enfin, adopter une raison d'être, c'est offrir un gage de sérieux et d'engagement dans la durée. C'est cadrer, à notre sens, les différents exercices de planification stratégique qui vont avoir lieu dans une certaine direction. Et c'est aussi l'engagement qu'on ne fera pas un certain nombre de choses. Voilà les trois éléments de conviction sur la consécration statutaire. Cela étant, reste tout le sujet des implications juridiques. Alors, ce qui peut être rédhibitoire pour un conseil d'administration, c'est pas la peur de l'engagement. Un conseil d'administration est évidemment prêt à s'engager, mais c'est l'inconnu de l'engagement, l'étendue de l'engagement face à une innovation juridique où il n'y a pas de jurisprudence. Les premiers commentateurs ont d'ailleurs qualifié ça d'objet juridique non identifié. Et donc, il y a un travail d'instruction juridique sur mesure très important à faire et qu'on a fait. Et puis, on s'est attaché à dépasser le dilemme sur lequel un certain nombre d'acteurs, à notre avis, ne sont restés bloqués, qui est d'avoir une raison d'être statutaire mais creuse, ou bien sans plus-value, parce qu'on parle de tout, et à force de parler de tout, on ne parle de rien, ou bien avoir une raison d'être puissante dans le discours, mais qui finalement est largement non engageante. Et donc, ce travail d'instruction juridique passe notamment et peut se fonder sur le fait que la loi est quasiment silencieuse sur ce qu'est une raison d'être, et donc la dimension contractuelle des statuts reprend tout son sens, et
on peut rédiger vraiment ce qu'on veut. Et on a croisé cet élément avec le fait que on a consulté pas mal de parties prenantes internes et externes avec des attentes différentes, mais il y a un message commun de l'ensemble des parties prenantes, c'est que ils ne veulent pas un discours stratosphérique où on dit qu'on est parfait et que tout ce qu'on va faire et ce qu'on va faire est formidable. Ce qu'ils veulent, c'est de l'authenticité, du concret et donc une raison d'être à hauteur d'homme, avec le sentiment qui doit se dégager qu'on a la capacité de faire ce qu'on dit, qu'on va le faire et qu'on a l'intention de le faire. Et donc, c'est ce qui a présidé à l'exercice rédactionnel que vous connaissez. Merci beaucoup Philippe. Un point de rappel, je ne sais pas si Didier, tu l'as suffisamment dit, mais vous pouvez, vous participants, poser vos questions au fil de l'eau sur le fil des questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, que ce soit sur le cadre, mais aussi à Philippe et à Franck. On aura des temps pour y répondre. Alors, moi, j'ai une deuxième question pour vous, Philippe. Vous l'avez un petit peu abordé en parlant des parties prenantes internes et externes. Comment ce projet Raison d'être a-t-il été géré d'un point de vue organisationnel? Donc, il y a eu une première phase qui a duré 5 mois au niveau de la direction générale, où le lead a été donné à la gouvernance. Et donc, j'ai constitué mon comité de pilotage qui s'est réuni chaque semaine, où les principales directions étaient représentées. Et on a eu, dans un premier temps, un travail méthodologique assez important. D'abord, évidemment, on a examiné le benchmark, avec le sentiment qu'il y avait souvent une confusion entre l'être, la manière d'être, la raison d'être et ce qu'on veut être demain, c'est-à-dire l'ambition. Le sentiment aussi qu'il était impératif de définir ce qu'on entend par raison d'être, parce que sinon, c'est la tour de Babel. Chacun a sa propre notion de la raison d'être et on ne parle pas de la même chose. Et donc, au terme de cette réflexion, de ce travail méthodologique, on s'est arrêté sur la définition suivante, qui est de considérer que adopter une raison d'être, c'est placer au sein au cœur du business model la défense d'un enjeu d'intérêt collectif qu'on choisit, et ainsi on justifie l'existence de la société par rapport à un besoin sociétal et on renforce le sens de l'action des salariés. On a aussi défini un benchmark, un cahier des charges, pardon, le cahier des charges auquel la raison d'être doit répondre. Alors, dans les consultations, si on a considéré que le contenu de la raison d'être, c'était un sujet interne, ça doit vraiment venir des tripes de l'entreprise. En revanche, on a consulté toutes nos parties prenantes, notamment les investisseurs, nos clients, etc., nos salariés évidemment, sur quel est le cahier des charges de leur point de vue de la raison d'être, qu'est-ce qu'ils veulent voir dans la raison d'être et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas voir. Et puis, au terme de ce travail de 5 mois, on a soumis un dossier complet au conseil d'administration, d'abord au comité en charge de la gouvernance. Et puis, il y a eu 3 mois d'itération entre le comité de la gouvernance, le président du conseil d'administration, qui s'est très fort impliqué personnellement sur le sujet, et le conseil d'administration dans son ensemble. Et ça aboutit à la proposition que vous connaissez. Merci Philippe. Peut-être une dernière question pour vous. Donc maintenant, Engie a adopté cette raison d'être qu'elle a inscrite dans ses statuts. Et donc maintenant, quels sont les enjeux pour l'avenir pour Engie par rapport à cette raison d'être? Les enjeux, c'est le déploiement à tout niveau. Évidemment, vous l'avez dit, il faut que les organes d'administration et de direction aient leur outil méthodologique pour apprécier la cohérence des projets avec notre raison d'être, mais il faut plus généralement l'opérationnaliser. Alors, on a adopté notre raison d'être en même temps que nos nouveaux objectifs RSE à 10 ans, donc à horizon 2030.
qui en sont fortement imprégnés. Mais le pas de temps ne doit pas être uniquement le moyen ou le long terme. Il faut couvrir tous les pas de temps, l'immédiateté, le court, le moyen et le long terme. Et donc, il faut opérationnaliser la raison d'être. Il faut que dès le sourcing des projets par les opérationnels, les bons réflexes soient mis en place. Et puis, il faudra réfléchir aussi à la manière dont on rend compte, notamment au marché périodiquement, de la mise en œuvre de notre raison d'être. Et enfin, je crois que ce sera un point d'entrée dans le dialogue, notamment avec les investisseurs. Ce que nous ont dit un certain nombre d'investisseurs, c'est que donc on dialogue régulièrement avec eux, que ce soit le président dans le cadre des roadshows gouvernance ou au fil de l'eau au niveau de la direction générale. On discute énormément avec nos investisseurs sur leurs attentes qui sont de plus en plus fortes dans ces domaines-là. Et ce qu'ils nous disent, c'est que pour eux, ça va être un point d'entrée dans ce dialogue qui leur permettra d'apprécier la cohérence entre notre discours, nos choix stratégiques, l'allocation de nos capitaux et plus généralement notre action. Donc, je pense que on va la faire vivre vraiment à tous les niveaux et l'opérationnaliser. Merci Philippe. On peut peut-être regarder, Julie, les questions qui ont pu être posées à l'attention de Philippe pour que Philippe puisse en prendre une ou deux et y répondre à ce stade. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y avait des questions, Julie? Ouais. Alors là, Philippe, vous avez le panorama, je pense, thématisé des différentes questions qui ont été posées. Comme on n'a pas forcément le temps de répondre à toutes les questions, laquelle vous inspire le plus et vous semble amener le plus de valeur aux participants qui vous écoutent? Je pense que adopter une raison d'être non statutaire, c'est quelque part devenu anachronique. Un certain nombre des activités de notre société aujourd'hui sont, c'est ma conviction personnelle, dans 100 ans, pour les entreprises qui n'auront pas évolué, ces entreprises seront poursuivies pour crimes contre l'humanité. Et donc, ne pas bouger, c'est exposer l'entreprise à un risque de déclassement économique. Et les sociétés qui ne le font pas, je pense que le réveil sera très dur. Parce que le seuil de tolérance des populations civiles par rapport à un certain nombre d'activités s'abaisse. Et personne n'est capable aujourd'hui de prédire le rythme et l'ampleur de ce phénomène. Et donc, adopter une raison d'être statutaire et donc s'engager dans une certaine direction aide l'entreprise à répondre aux défis de son temps, à éviter des choix anachroniques et finalement à entretenir sa license to operate, pour reprendre l'expression d'un des courriers de BlackRock, du patron de BlackRock, et la préserve du risque de déclassement économique. L'autre question, c'est sur les compétences externes. C'est-à-dire, moi, j'ai été convaincu, c'était ma conviction très forte, que la raison d'être devait venir des tripes de l'entreprise. Donc, je n'ai voulu utiliser de consultants externes que quand il me semble. Alors, on a posé une question ouverte à nos 170 000 salariés dans le cadre de l'enquête annuelle d'engagement, qui était pourquoi CNJ n'existait pas, il faudrait l'inventer au regard des grands défis auxquels est exposée notre société. On a eu 40 000 verbatim. Là, je vous avoue que pour éplucher ces verbatim, on a pris un consultant. De même que dans le cadre du dialogue avec les investisseurs, on en a sollicité 30, les plus importants dans notre capital ou les plus vocaux sur ces sujets. 15 ont accepté des interviews d'1 heure et on a voulu quelque chose d'assez cohérent d'un point de vue méthodologique. Donc, on s'est fait aider par Mauro Sodali.
Et puis, évidemment, le travail d'instruction juridique, on s'est fait aider également. Mais hormis ces trois aspects, j'ai vraiment été très ferme sur le fait que je ne voulais pas être consultant et que je trouvais que ce travail de construction de la raison d'être devait venir des tripes de l'entreprise si on voulait qu'il puisse donner du sens aux salariés. Merci beaucoup Philippe. Je vois l'heure qui passe et il faut absolument qu'on écoute Franck sur la partie société à mission. Visiblement, j'ai ouvert les vannes de vos questions parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent depuis. Ce qu'on vous propose, c'est que voilà, on va devoir se priver des réponses de Philippe et certainement dans les restitutions qui vous seront transmises par Gilles, ça sera intéressant aussi de voir le panorama des questions. C'est toujours très révélateur. Voilà, de voir les questions qui sont posées globalement sur ces sujets. Et peut-être, merci beaucoup Philippe pour votre éclairage. Ce que je propose peut-être Didier, c'est que on enchaîne sur la partie société à mission. Très bien. Baptiste, si on peut reprendre le fil, voilà, super. Voilà, donc là, vous l'avez compris, on voulait explorer avec vous ce troisième volet, donc des entreprises qui ont fait le choix de la qualité de société à mission, avec là aussi une dynamique qui s'est enclenchée dès la promulgation de la loi. Donc, au départ, les pronostics étaient de se dire les entreprises qui vont faire ce choix-là vont être globalement et caricaturalement des entreprises à actionnariat peu complexe, donc, ou avec une certaine culture, donc plutôt du secteur mutualiste et entreprise familiale. Donc, c'est vrai que dans l'histoire, c'est la Maïf, donc représentée par Franck, qui a été la première grande entreprise à se mettre résolument sur ce chemin-là. Ensuite, si on reste dans les grandes entreprises, il y a eu le groupe Rocher, donc Yves Rocher en début d'année, donc entreprise familiale. Et la troisième grande entreprise qui vient compléter le panorama et la conviction que c'est une qualité qui s'adresse à tout type d'entreprise, c'est Danone, donc, dont l'AG va avoir lieu le 26 juin prochain, donc entreprise cotée. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine d'entreprises qui ont adopté la qualité de société à mission ou en toute passe de lettres et de nombreuses autres qui sont en cours de réflexion, voilà, qui sont on progress. Donc là, ce qu'on voulait partager avec vous, mais je pense qu'on va préserver la prise de parole de Franck, mais on voulait vous dire très rapidement, et on a déjà abordé ce point-là, et Philippe l'a rappelé sur le sujet de la raison d'être, à quel point on est sur des sujets de singularité. Donc, en ce qui concerne les raisons d'être et les objectifs des sociétés à mission, que ce soit en termes de style, de ton, de taille, il n'y a pas de recette. Chaque entreprise s'exprime en fonction du sens qu'elle veut donner à son projet, de sa culture, de ses valeurs et de son collectif, puisque, comme vous l'a dit Philippe, ce sont toujours des projets menés de façon itérative et collective. Ce que l'on peut retenir, in fine, sur ce qu'on appelle des corpus mission, à savoir raison d'être et objectifs associés, c'est donc une très grande diversité d'approches pour exprimer la singularité du projet collectif et la façon dont l'entreprise se met elle-même en tension. Néanmoins, il y a un invariant, c'est que la raison d'être, dans le cas d'une société à mission, est absolument indissociable de ses objectifs. Et pour les entreprises qui se mettent sur ce chemin-là, les deux sont vraiment travaillés en couple indissociable et en résonance les uns avec les autres. Alors, cher Franck, je te passe la parole, Didier, peut-être pour présenter Franck et les premières questions. Voilà, donc Franck, merci d'avoir bien voulu accepter de représenter la Maïf pour participer à ce webinaire. Maïf, donc, comme on a eu l'occasion de le dire, qui est la première grande entreprise à avoir annoncé sa décision de passer société à mission. Et vous avez un directeur général qui est une figure de proue de ce mouvement. Et donc voilà, on voulait savoir un petit peu où en était la Maïf exactement de l'adoption de la qualité de société à mission, quel était le retour d'expérience à ce jour. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir invités à témoigner.
Alors en fait, on a annoncé effectivement, comme vous le dites, en mai 2019, notre intention de devenir société à mission, en même temps qu'on a annoncé notre raison d'être que vous voyez à l'écran, accompagné du manifeste qui vient éclairer la raison d'être. Et en fait, on deviendra formellement entreprise à mission à l'issue de notre assemblée générale extraordinaire, à laquelle on va proposer une évolution des statuts. Et cette assemblée générale extraordinaire devait avoir lieu en mai 2020. Elle est reportée pour cause de crise sanitaire et elle va avoir lieu le 11 juillet. Et donc, à ce moment-là, si l'assemblée générale vote favorablement, on deviendra entreprise à mission. Donc, le 11 juillet. Et ce qui est intéressant en termes de retour d'expérience, c'est que, comme vous le disiez, c'est vraiment directement connecté à l'histoire de chacune des entreprises. Et nous, quand on s'est engagé sur ce chemin-là, c'est aussi parce qu'on a une ADN vraiment très soucieuse de l'utilité auprès de nos clients qui sont chez nous des sociétaires. Ce n'est pas uniquement des clients, puisqu'ils sont aussi finalement partie prenante de l'entreprise, puisqu'on n'a pas d'actionnaire. On est aussi très attaché à des dimensions de mobilisation des acteurs internes, qui sont à la fois nos salariés et aussi nos militants. C'est une spécificité du monde mutualiste. On a mis en place le management par la confiance, etc. On a une politique RSE depuis de nombreuses années et qui est reconnue sur le marché. Et donc, c'était assez logique qu'on s'oriente vers ça. Et finalement, la transformation en société à mission, c'est la continuité de ce qu'on est déjà, mais avec, comme vous l'avez dit aussi, une notion d'engagement sur le long terme. Quelque part, on va sur un nouveau territoire, on prend le risque d'innover en la matière et aussi on accepte d'imaginer qu'il n'y aura pas un retour en arrière possible. Donc, quelque part, on brûle nos vaisseaux, on va sur ce nouveau territoire et on compte bien s'y développer. Voilà, c'est aussi pour nous un gage de performance et de résilience à long terme. Donc, Franck, tu as répondu à 2 questions en une. Donc, Didier, je te laisse la troisième question peut-être. Oui, non, c'était un peu la même question que celle qui avait été posée à Philippe, à savoir comment a été appréhendé et comment a été fait l'arbitrage risque-opportunité. Mais là aussi, je pense que Franck, tu as répondu en partie, mais tu as peut-être quelque chose à ajouter sur ça. En fait, on a deux éléments. D'abord, en termes d'opportunités, effectivement, je l'ai dit, on imagine que c'est quelque chose qui va nous permettre d'être toujours plus performant, d'être toujours plus reconnu sur le marché. C'est directement en lien avec notre vision à long terme de ce que doit être l'entreprise et aussi en quoi elle doit essayer de répondre à des enjeux qui la dépassent. Comment, un peu dans l'esprit de la question qui a été posée aux acteurs d'Engie, finalement, si l'entreprise disparaissait, en quoi on manquerait sur le marché. Et donc, c'est une manière d'essayer vraiment d'aller à l'essentiel sur l'utilité de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très, très fort. Et donc là, on y voit beaucoup d'opportunités parce que plus on est utile, plus on est certain d'être reconnu dans la durée et d'être résilient par rapport à tout ce qui peut se passer sur un marché. Et puis ensuite, quelque part, on a dans notre ADN une notion de prise de risque, une notion de pionnier, peut-être un peu aussi d'anticonformisme. Et le fait d'aller vers ça, on est aussi assureur. Donc, on est habitué à travailler sur le risque et à essayer de le maîtriser. Et donc, on a travaillé à la fois dans une logique de consultation de parties prenantes, aussi dans une logique de sécurisation juridique, avec notamment l'accompagnement de Gilles sur le sujet. Et donc, on a essayé d'aller chercher le meilleur de cette opportunité tout en limitant les risques, et notamment les risques juridiques. Merci beaucoup, Franck. Peut-être une dernière question avant de passer à celle des participants. Quels sont les enjeux pour la mise en mouvement lorsque la qualité de société à mission sera adoptée? Et en particulier, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le pilotage de la mission? Comment vous commencez à organiser le pilotage de la mission et le comité de mission? Est-ce que tu as des premières orientations à partager ici?
Oui, on peut les partager. Donc, alors d'abord, premier point, c'est que pour nous, l'aventure a déjà démarré depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a un actif en matière de développement durable, en matière de conscience dans l'entreprise des différents acteurs, qu'il faut bien se préoccuper de ces sujets. Mais le fait de l'intégrer dans les statuts, de fixer un cap, ça donne une dynamique encore plus forte et plus profonde pour tous les acteurs de l'entreprise. Donc ça, on va capitaliser dessus. Et aussi le fait d'en faire un cap aussi important irrigue le plan stratégique et finalement nous permet de capitaliser aussi sur les outils habituels de monitoring d'un plan stratégique. Donc, on va intégrer de la même manière que pour un plan stratégique, on peut avoir des feuilles de route, un portefeuille d'actions, d'initiatives, de projets, des indicateurs qui nous permettent de suivre l'avancement. Ben, quelque part, on va bénéficier de tout ça pour ce qui concerne la partie, on va dire, davantage mission. Et puis l'autre point, effectivement, c'est qu'on met en place une gouvernance spécifique à travers la constitution d'un comité de mission. Et on sait aussi qu'on sera regardé, audité par un organisme tiers indépendant. Et donc, en matière de comité de mission, l'esprit pour nous, c'est d'en faire un comité qui représente quelque part nos parties prenantes, avec des représentants des salariés. C'est une obligation de la loi d'avoir au moins un salarié. Nous, on imagine peut-être en avoir 2. Des représentants de notre sociétariat. On est en train de définir comment ce sera possible, des représentants des métiers probablement, et puis aussi des représentants de la société qui nous entoure. Et on imagine à peu près une dizaine de représentants dans ce comité de mission avec un équilibre entre des représentants plutôt connectés au niveau interne avec l'entreprise, qui la connaissent depuis l'intérieur, et puis des acteurs externes, des experts de certains sujets, peut-être du climat, peut-être de l'égalité des chances, qui nous permettraient de nous regarder, quelque part un peu en tant que critical friends, de nous aider en nous observant à progresser dans le chemin qu'on a tracé pour l'entreprise. Donc un équilibre entre des visions internes et externes. Premier comité de mission prévu pour quand? Alors, premier comité de mission, on espère le faire à l'automne. Idéalement, on aimerait bien le réaliser peut-être fin septembre, début octobre, mais il faut encore qu'on affine le casting précisément. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Franck. Juste une précision pour vous tous qui voyez la raison d'être de Maïf. Les objectifs associés sont encore confidentiels puisqu'ils seront révélés assez rapidement lors de l'AG. Donc voilà, on a hâte de voir quels sont les objectifs associés à la raison d'être et voir comment Maïf va se mettre en chemin. Peut-être, Julie, on peut regarder s'il y a eu des questions des participants. Alors Franck, de la même façon, est-ce qu'il y a des questions qui t'inspirent en particulier? Alors, toutes sont intéressantes. Enfin, les premières que je lis en tous les cas. Alors, par exemple… Il y en a une, si je peux me permettre, politiquement intéressante, qui est celle de que manquait-il dans le fait d'être entreprise de l'ESS? Et bon. Oui. Alors, en fait, c'est intéressant parce que nous, qui faisons partie de l'économie sociale et solidaire, on est sur l'idée que d'abord, statut ne vaut pas vertu. Donc, pour aller encore plus loin dans la dynamique, il faut sans doute être encore plus clair sur ce qu'on affiche. Et puis, on pourrait, comment dire, nous renvoyer que peut-être on n'est pas assez impliqué sur des dimensions écologiques, etc. Donc on a voulu aller encore plus loin, et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire nous amène un mode de gouvernance particulier, mais on pense qu'on peut aller encore plus loin dans l'engagement vis-à-vis de la société, même s'il faut être clair, le fait d'être partie prenante de l'ESS nous donne sans doute un certain nombre d'atouts
et nous amène à une ADN qui est plus facilement, comment dire, compatible avec la transformation en société à mission. J'aime bien aussi la question sur comment intégrer les salariés dans le chemin vers le choix de la raison d'être et plus globalement de la transformation en société à mission. Donc nous, on a mis en œuvre, alors plutôt sur la phase de transformation en société à mission, puisque la raison d'être a été élaborée dans un cercle peut-être un peu plus concentré sur la partie transformation en société à mission. On a questionné l'intégralité de nos sociétaires, l'intégralité de nos salariés, l'intégralité de nos militants et à peu près 200 000 de nos sociétaires. Donc, on a fait partir un questionnaire vers ces personnes-là, et ce qui nous a permis d'irriguer nos réflexions et de nourrir nos réflexions sur ce que pourraient être les objectifs sociaux et environnementaux qu'on intégrerait dans nos statuts, qui vont être intégrés dans nos statuts le 11 juillet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'essaie de les balayer. Je sais pas, on est peut-être pris par le temps. Donc... Oui, Didier, il est 11h03, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, écoutez, moi je proposais peut-être qu'on passe à la conclusion et après on laissera on regardera un peu les questions qui ont pu être posées plus globalement sur le cadre conceptuel et juridique. En guise de conclusion, nous, ce qui nous semble, c'est qu'il y a une très grande pertinence dans les concepts de raison d'être et de société à mission, qui reposent sur notamment les notions d'utilité sociale, d'engagement, de prise en compte des parties prenantes, de transparence, et qui offre par ailleurs une très grande plasticité, c'est-à-dire que à chaque entreprise, à chaque société de définir sa raison d'être, à chaque société de définir sa mission, et à chaque société d'apprécier selon quel calendrier elle souhaite mettre ça en place. Ça peut passer par l'adoption d'une raison d'être non statutaire, puis de la mettre dans les statuts, de mettre en place un comité des parties prenantes, et puis de finir par décider ou non de devenir une société à mission. Et on a le sentiment que la pertinence de ces concepts a bien été perçue et que ce sont des concepts qui sont aujourd'hui bien acceptés. Encore une fois, la façon dont les raisons d'être statutaires ont été adoptées à des majorités proches de l'unanimité par les assemblées générales dans le cas des sociétés qui ont soumis leur raison d'être à l'approbation des actionnaires cette année. Voilà, donc il est peut-être un peu tôt pour dire quelle sera au bout du compte l'ampleur, je dirais, de ce mouvement, mais clairement une dynamique est à l'œuvre. Après, ce qui restera à démontrer, mais c'est tout le pari et tout l'intérêt de cette démarche, c'est d'être conforté sur le fait qu'il y a une réelle synergie des performances sociales, environnementales et de la performance économique à long terme. Voilà, on pense aussi que le fait qu'aujourd'hui de grandes sociétés, y compris des sociétés cotées telles Danone, portent à l'approbation de ses actionnaires l'adoption de la qualité de société à mission est un signe très encourageant. Le directeur général de Suez disait sur BFM Business vendredi qu'il avait aussi en ligne de mire, après l'adoption aujourd'hui d'une raison d'être non statutaire, le passage à une raison d'être statutaire et au-delà une réflexion sérieuse sur l'adoption de la qualité de société à mission. Voilà, donc après une question se pose, c'est est-ce qu'il y a des évolutions envisageables ou envisagées sur un changement un petit peu du régime, envisager des avantages fiscaux ou juridiques. On a pu entendre des choses à ce sujet, notamment sur la possibilité de privilégier
dans le cadre de marché ou marché public ou choses comme ça. Pour le moment, rien de concret. Je ne pense pas qu'il faille compter sur ça, mais en revanche, on est assez optimiste sur le fait que ces concepts vont continuer à se développer et à être adoptés de manière très favorable, et que les événements récents ne font que renforcer la pertinence de ce mouvement. On peut peut-être passer après ce point de conclusion aux questions qui ont été posées concernant le cadre conceptuel et juridique. Julie? Et peut-être que s'il y en a peu ou pas, revenir… ah ben si. Ah oui, ok. Donc il y en a. Alors… Oui, alors, ce que je propose, il y avait une question qui est arrivée un peu en retard pour Engie, et la question se pose pour Maïf, et la question se pose dans beaucoup d'entreprises. Je ne sais pas ce que tu en penses, Didier. C'est l'articulation société-mère filiale, Oui. qui est un point très intéressant. Donc là, la question précise, c'est dans le cas d'une société holding, est-ce que seule la société mère peut être société à mission, avoir une raison d'être, ou est-ce que toutes les sociétés du groupe doivent être sociétés à mission ou avoir une raison d'être propre? Alors, c'est une question intéressante que se posent effectivement pas mal de groupes, et je dirais la réponse est un peu au cas par cas. C'est-à-dire que il y a des holdings qui sont plus des holdings de participation, auquel cas ça fait pas forcément beaucoup de sens que ce soit elles qui soient société à mission, mais c'est plutôt leur filiale opérationnelle, éventuellement dans des secteurs différents, qui auraient vocation à devenir société à mission. On peut imaginer un groupe un peu plus intégré où la maison mère adopte une raison d'être et les filiales deviennent société à mission avec leurs objectifs propres, tout en respectant un petit peu la raison d'être de la société mère. Mais il y a aussi la possibilité que la société mère elle-même soit une société à mission, et que certaines de ses filiales, ou toutes le soient, avec chacune sa singularité. C'est par exemple ce qu'a commencé, je dirais, à faire la Maïf, puisque Maïf, société mère, donc soumet, comme Franck l'a rappelé, l'adoption de la qualité de société à mission à son assemblée générale très prochainement, mais il y a déjà la société Maïf Avenir, qui est une filiale de la Maïf, qui est elle-même société à mission, et qui a donc adopté une raison d'être et des objectifs qui lui sont propres, mais qui sont parfaitement articulés avec la raison d'être de la Maïf. Alors, exactement. Un autre point que je vois… Pardon, Franck. Non, mais c'est exactement ça. Par rapport au schéma que vous évoquiez, Didier, nous, on a plutôt fait le choix d'une raison d'être qui serait un peu le socle à toutes les filiales, avec possibilité d'avoir des objectifs un peu spécifiques selon, on va dire, l'originalité de l'activité à l'intérieur du groupe. Et comme Maïf Avenir, c'est notre fonds corporate, il y a effectivement à la fois des parties prenantes et des spécificités à l'activité qui font que c'était tout à fait justifié d'avoir des objectifs socio-environnementaux spécifiques, même s'ils résonnent avec ceux de la société mère. Je vois une question qui est très simple et donc rapide en termes de réponse, et je me permets de sauter dessus. C'est: est-on obligé d'intégrer les parties prenantes dans la démarche d'une entreprise à mission? En fait, ça serait totalement contradictoire de ne pas le faire. C'est-à-dire que le concept même de société à mission est au-delà de ça, de raison d'être statutaire également. Et en fait, la façon dont une entreprise se pose la question sur sa raison d'exister au sein d'une société. Donc, à partir de ce moment-là, pour faire très simple, se poser cette question-là sans les parties prenantes est contre-productif. Donc, je ne sais pas si Philippe, Franck et Didier, vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas une question d'obligation, c'est une question de bon sens. Je suis en phase, parce qu'effectivement, derrière cette notion d'entreprise engagée, on a l'utilité auprès de nos parties prenantes.
et imaginer qu'on puisse dérouler l'intégralité du process qui va de la définition de la raison d'être, de son partage, son inscription dans les statuts, définition d'objectifs socio-environnementaux, et qu'on puisse faire tout ça en chambre et imaginer qu'on va pouvoir générer une dynamique intéressante avec nos parties prenantes, qu'elles soient vraiment internes de type salarié ou un peu plus éloignées. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des clients, etc. Des actionnaires, pour les entreprises qui ont des actionnaires, ce qui n'est pas notre cas. Ça paraît effectivement assez difficile à concevoir. Peut-être avec un grand risque d'être hors sol et du coup de se retrouver avec un objet difficile à rendre tangible dans l'activité quotidienne. Et comme c'est quand même extrêmement structurant pour l'activité et la structuration des futurs plans stratégiques, pour moi, c'est un risque qui est beaucoup trop élevé d'aller sur ce chemin sans consulter ses parties prenantes. Je ne sais pas si Oui, deux observations par rapport à ça. La première, c'est que je crois qu'une des plus-values de l'adoption d'une raison d'être, c'est de rassembler et d'aligner un certain nombre d'acteurs internes et externes autour d'un objectif commun. Deuxièmement, dans certains secteurs, que ce soit celui de l'énergie, de l'alimentation, de l'environnement, on voit bien que les grands acteurs je veux dire, les différentes parties prenantes doivent avoir leur mot à dire. Évidemment, la décision in fine appartient aux organes d'administration et puis aux actionnaires, mais on a évolué d'un capitalisme des actionnaires vers aujourd'hui, je crois, un capitalisme des parties prenantes, même si chacun doit rester dans son rôle. Donc moi, je n'imagine pas un seul instant de construire une raison d'être sur un coin de bureau. Nous, par exemple, donc ça je l'ai déjà mentionné, on a adressé une question ouverte à nos 170 000 salariés. J'ai interrogé pendant 1 heure chaque membre du COMEX. On a eu des workshops où on a mis autour de la table différentes communautés Yammer du groupe, avec des gens d'horizons très différents, des jeunes qui viennent des meilleures universités, qui ont en général moins de 30 ans, des techniciens sur le terrain. Et enfin, on a eu un séminaire résidentiel de 3 semaines, autour de 3 fois une semaine, autour de la réflexion du why, de la certification Bicorp, etc. Ça, c'est pour l'interne. Pour l'externe, on a consulté toutes nos parties prenantes avec des chiffres qui, quantitativement, sont assez impressionnants. Mais finalement, c'est ce qui en ressort qui est important. Donc, écrire une raison d'être sur un coin de table avec uniquement un dialogue entre les administrateurs et un cabinet de conseil en stratégie, pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà, et en tout cas, c'est pas, on ne met pas toutes les chances de son côté pour que la raison d'être soit in fine un succès. Alors, je vois Didier qu'il y a encore 221 participants, il est 11h15. Toutes les questions sont passionnantes, on pourrait y passer 1 heure. Que fait-on? Écoutez, moi je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. En revanche, on a noté les questions et on trouvera un moyen d'y répondre et de faire connaître nos réponses aux participants du webinaire. Très bien. Voilà, écoutez, merci beaucoup à Franck et à Philippe. Merci à tous les participants. Merci Anne-France. Et au nom du cabinet Gîtes, je vous remercie. Je suis très heureux du déroulé de ce webinaire dont j'espère qu'il vous aura intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Merci, à vous au revoir. tous.